Alors bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une 399e rencontre Vlil, bientôt la 400e. Et ce soir, on a donc la chance de recevoir Anouar Ben Malek pour son ouvrage, son roman, même si on pourrait parler, on verra tout à l'heure, de la notion de roman qui peut être discutée, peut-être aussi selon le caractère peut-être intime de l'auteur, on en parlera tout à l'heure, pour son roman donc Irina, un opéra russe aux éditions Emmanuel Colas, maison d'édition qu'on aime particulièrement ici. Et on recevra d'ailleurs l'autre roman de la rentrée littéraire, Maya Thirier, d'ici une petite semaine, mardi 16. Mais on va se concentrer sur Anouar Ben Malek ce soir. Merci d'être là, Anouar. Ben, Euh, c'est moi qui vous remercie. alors, je vais commencer par un bref résumé de l'ouvrage pour vous plonger dans l'ambiance d'Irina, un opéra russe, avant de vous poser une première question, Anouar. Alors, l'histoire se passe dans les couloirs de l'Ermitage, au cœur de Leningrad, à la fin des années 70, même si là aussi les temporalités sont différentes. On en reparlera aussi tout à l'heure. Les lieux également sont différents. Dans ces couloirs, un jeune étudiant algérien croise une voix, celle d'Irina, une étudiante en chant, promise aux éclats de la scène, dont la grâce et la fougue bouleversent sa trajectoire. Commence alors une sorte d'histoire suspendue, une histoire d'amour, une histoire bien plus complexe qu'une simple histoire d'amour, une histoire un peu fragile, un peu beaucoup ardente, tissée à la fois d'art et à la fois de désir, mais aussi des ombres de l'histoire, des ombres noires de l'histoire soviétique, qui jamais véritablement ne s'effacent. Et ensuite, dans un deuxième temps, 40 ans plus tard, dans une Russie qui a véritablement changé de visage, mais pas forcément de vertige, on parlera tout à l'heure du mystère russe, mais aussi de ces fantômes, de ce premier amour qui vont refaire surface. Donc entre la mémoire intime d'un côté et la mémoire collective de l'autre, entre la musique des corps d'un côté et le fracas du siècle de l'autre, vous orchestrez un récit qui à la fois est ample, fiévreux, et aussi qui est construit véritablement comme une sorte d'opéra, avec ses arias, avec ses chœurs tragiques, avec ses silences aussi qui sont tenaces. Alors bonsoir Anouar Ben Malek, je suis ravi de vous recevoir pour ce roman, et commençons par la genèse de cet ouvrage finalement qui prend racine il y a 40 ans pour vous. En fait, c'est le deuxième essai d'un roman sur la Russie. Il y a à peu près 40 ans d'ailleurs, malheureusement. Il y a 40 ans, donc, mon tout premier roman était un roman qui parlait de la Russie. Je revenais donc, de ce qui était l'espace soviétique. J'avais passé plusieurs années à Kiev, à Odessa, à Leningrad et à Moscou. J'étais parti comme mathématicien pour faire une thèse de mathématiques. À l'époque, je ne savais pas s'il fallait pleurer ou être content de partir en Russie, enfin, en Union soviétique. Au retour, j'ai écrit un roman qui s'appelait Ludmila et qui a une durée de vie en librairie d'une dizaine de jours. Parce que l'ambassade de l'Union soviétique, qui était déjà sous Gorbatchev d'ailleurs, allait porter plainte devant le gouvernement algérien et mon livre allait être retiré de toutes les librairies algériennes en moins de 10 jours. Donc, 40 ans plus tard, je refais un autre essai, mais là, entre-temps, j'ai pris de l'âge. Comme un artisan, je pense avoir appris quelques petites choses sur l'écriture. Et j'ai donc commencé, j'ai eu une envie très forte de reparler de cette Russie qui ne m'a jamais quitté. Je veux dire, euh, toujours été extrêmement impressionné par ce pays. Ce pays dont la fille de Staline, Svetlana Alliluyeva, disait mon si merveilleux et si cruel pays. Et donc, ce pays-là, qui est un continent, en réalité, quand j'ai commencé à préparer donc, Irina, j'ai beaucoup lu et je me suis rendu compte que la Russie, en fait, avait un lien avec tout. Par exemple, j'ai été extrêmement étonné de savoir que les soldats russes qui allaient combattre en France pendant la Première Guerre mondiale et qui allaient donc ensuite refuser de se battre parce que il y avait eu la Révolution d'octobre, une bonne partie d'entre eux allaient être envoyés en Algérie, dans les bagnes de Biskra, etc., etc. Et donc, de fil en aiguille, je me suis dit, voilà, ce livre-là, je veux l'écrire sur un sujet plus grand que moi. Donc, je ne pouvais pas simplement me contenter d'une histoire d'amour.
il fallait que tout ce que j'avais lu sur la Russie y ait sa place. C'est le plus grand pays du monde, et donc mon roman ne pouvait pas être je veux dire, un petit roman au sens de volume. Je veux dire, après, la qualité, cela dépend du lecteur. Mais voilà, donc j'ai essayé de rendre un peu de cet émerveillement et cette épouvante qui me saisit quand je parle de la Russie. Qu'est-ce qui distingue justement ces deux textes qui séparent 40 ans d'existence et d'écrivain? Vous l'avez dit, vous avez gagné forcément en expérience, en maturité aussi, mais qu'est-ce qui sépare ces deux histoires? D'abord, le premier était beaucoup plus, j'allais dire, plus gai. Parce que, d'abord parce que j'étais beaucoup plus jeune et donc j'avais eu une histoire d'amour, etc. Mais évidemment, je veux dire, on tombe immanquablement amoureux quand on va en Russie. Ça, vous n'y échappez pas. Donc voilà, donc j'étais beaucoup plus jeune et quand je reprends l'ouvrage 40 ans plus tard, j'apprends, en fait, j'ai appris beaucoup plus de choses et en particulier euh, euh, le caractère épouvantable de coins cachés de l'histoire de Russie. Par exemple, quand j'ai découvert, mais tout à fait par hasard, l'histoire de la famine déclenchée par Staline au Kazakhstan, moi qui pensais assez bien connaître l'histoire de l'URSS, je découvrais que, en fait, il y a eu, on en a tous entendu parler du Golodomor, la famine provoquée par Staline en Ukraine. Mais les historiens disent que la famine qui a été donc causée par Staline pour obliger les nomades à rentrer dans les nouvelles structures agricoles a été, en matière par rapport à la population, beaucoup plus meurtrière. Mais en même temps, c'est le silence dans l'histoire que nous partageons, vous et moi, je veux dire l'histoire commune, que voilà. Et là, je me suis dit, je ne peux pas laisser passer ça, je ne peux pas faire comme si je ne l'avais pas vu. Et d'ailleurs, ça m'est arrivé dans beaucoup de mes romans où je découvre quelque chose d'épouvantable et je regrette parfois presque de l'avoir découvert parce que ça assombrit l'univers de mon roman. Mais en même temps, on ne peut pas faire comme si ça ne s'était pas passé. Très bien. Alors, ce que j'aimerais savoir aussi, c'est que qu'est-ce qui vous lie finalement à cette musicalité, à cet opéra? Le jeune Walid, pas si jeune d'ailleurs que ça, mais si quand même, au départ de l'action, et il était jeune, euh, apprend par cœur le nom, notamment des chanteuses d'opéra pour séduire Irina. Qu'est-ce qui vous lie finalement à cet art qui est si particulier? Qu'est-ce qu'il y a de vous dans cette connaissance, dans cette appétence pour cet art? Et le hasard y est pour quelque chose. J'ai eu la chance assez extraordinaire pour quelqu'un. Moi, je venais de ma petite ville de Constantine, à l'est d'Alger, bon, une petite ville provinciale, etc. Et je me retrouvais dans un environnement où mes amis étaient étudiants au conservatoire de musique. Alors, le conservatoire de musique, donc, dans toutes les villes de Russie, du RSS à l'époque, bah, dans toutes les chambres, il y a un piano. Et puis les gens viennent vous jouer du violon ou du piano, mais comme si c'était normal comment dire, que la musique fasse à ce point partie de votre vie. Et je me rappelle, j'avais eu comme ami quelqu'un qui allait être lauréat du prix Sibelius, qui est l'un des prix les plus fantastiques au violon, qui venait dans ma chambre, il me jouait, enfin bref, on était amis. Et donc voilà, cette découverte-là de la musique, puis ensuite de l'opéra, allait profondément en fait changer ma manière de voir la musique. L'opéra est un art extrêmement artificiel. Et c'est cet artifice qui le rend si beau. Un peu comme la poésie, qui est quelque chose d'artificiel. Vous prenez les mots, vous les mettez dans un certain ordre, pas du tout naturel, et quand ça vous réussit, vous faites surgir une nouvelle signification. Et moi, dans l'opéra, par exemple, dans la Bohème, les gens tombent amoureux en moins de 5 minutes. C'est donc extrêmement peu crédible et pourtant il n'y a rien de plus vrai. Donc voilà, quand donc j'ai commencé à écrire Irina, il était évident pour moi que l'opéra allait structurer le livre. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce que vous avez dit sur le fait que ça ressemble à l'opéra. Il y a une ouverture, il y a une fermeture de ce roman-là, un peu comme l'opéra, où c'est extrêmement tragique. Généralement, ça se passe pas très bien dans un opéra. Il est rare qu'un opéra se termine bien. Donc, mais
pour sauver le livre, comme dans l'opéra, il faut voilà, ce sentiment extraordinaire, etc., etc., qui est l'amour. Voilà. Sans amour, mon livre ne peut pas exister parce qu'il se réduirait à l'histoire sombre du XXe siècle, qui est vraiment épouvantablement sombre. Est-ce que c'est par ce prisme-là, est-ce que c'est par le prisme de l'opéra, de l'amour que le roman jaillit? Est-ce que c'est une histoire, une voix, une image précise en tête qui vous permet de déclencher le premier mot, la première, le premier jet en tout cas du manuscrit? En fait, la manière dont le livre s'ouvre, cette rencontre à l'Ermitage, alors quand vous allez à l'Ermitage, quand vous rentrez dedans, vous êtes confondu devant tant de beauté. Il y a la beauté de la peinture de tous les pays du monde. Et là, vous êtes pris à la gorge parce que c'est pas possible autant de beauté pour un seul être humain. Moi, j'ai eu la chance que la première fois que je rentre à l'Ermitage, je rencontre quelqu'un, dans des circonstances d'ailleurs que je décris dans le roman, mais enfin, le roman n'est pas autobiographique. Mais évidemment, il y a toujours des éléments autobiographiques, parce que sinon le roman sentirait faux, je veux dire. Donc j'ai eu la chance que, il y a eu un sentiment très fort, humain, et puis le contact avec la beauté. Et c'est ça ce qui est moi, mais resté de la Russie, de l'espace soviétique, etc. Cette rencontre entre une beauté sans fin et parfois la brutalité du régime. Et c'est ça qui est très intéressant aussi, c'est que vous êtes arrivé à trouver un certain équilibre entre justement la tragédie historique et en même temps la tendresse intime de cette histoire d'amour. Vous avez réussi à créer cet équilibre. Est-ce qu'il y a un secret, entre guillemets? Comment vous avez réussi à argumenter, à écrire finalement ces deux trajectoires quasiment opposées avec notamment la transmission intergénérationnelle avec le grand-père Vladimir, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais cet équilibre-là, il est extrêmement important parce qu'en réalité, vous arrivez à séduire tous les lecteurs, que ce soit ceux qui sont férus d'histoire, mais aussi les purs littéraires et fans d'histoire d'amour. À la russe, finalement, on reparlera tout à l'heure de ces auteurs que sont Pouchkine et autres, mais vous êtes réellement arrivé à créer une sorte de souffle romanesque russe sans l'être, mais en parlant la langue. Et c'est ça aussi qui a peut-être trouvé dans ce roman-là, ce charme-là, ce charme russe. Comment vous expliquez cet équilibre et cette fusion avec la langue russe, ou en tout cas avec l'univers russe que vous avez réussi à inscrire dans ce roman? Ça, c'est une question dangereuse. Non, d'abord, la nécessité de l'amour dans le livre. Un livre comme ça se travaille pendant 3 ans, 3 ans ou 4 ans. Vous êtes tout le temps en compagnie des des moments les plus terribles de l'histoire, etc. Et vous ne pouvez pas, chaque jour, ne penser qu'à ça s'il n'y a pas quelque chose qui structure votre livre au sens des sentiments humains. Vous ne pouvez pas tenir Une le, soupape. le- comment dire, le marathon qui constitue à peu près 500 pages. Si dedans, vous ne vous raccrochez pas à quelque chose de très fort qui est l'amour, dans tous les sens, hein, l'amour qu'on porte à un enfant, l'amour qu'on porte à un être qu'on aime. Voilà, et c'est pour ça que dans les deux parties du livre, celle donc d'avant Irina, donc avec le grand-père, et après, les deux sont maintenus par l'amour. Et cela n'empêche pas qu'autour se déroulent des choses épouvantables, la famine, les assassinats, etc., etc., etc. Donc, il n'y a pas de secret. C'est parce que, d'abord, j'aime profondément la littérature, d'une part. Et puis, en même temps, au fur et à mesure que j'écris, je découvre que pour se mettre à la place des gens, il faut d'abord aimer leur culture. Et il se trouve que j'adore la poésie russe, j'adore la littérature russe, mais ça c'est facile, hein, je veux dire, la littérature russe est tellement riche, tellement, je sais pas, le Tolstoï ou Guerre épée, Anna Karénine ou Pushkin, enfin, bref, c'est tellement. Et en même temps, ce peuple-là, malgré les avanies de l'histoire, euh, euh, aime la littérature. Par exemple, c'est quasiment le seul pays où vous pouvez avoir un récital de poésie dans un stade rempli, où les gens viennent écouter de la poésie. Donc, c'est ce paradoxe-là entre un pays qui a pu produire Staline, enfin, et autres,
et puis qui a aussi produit Tchaïkovski, et puis tant de grands écrivains, Bulgakov, enfin bref. Donc voilà, ces deux pôles-là, pour les mettre ensemble, il faut que vous mettiez, il faut être fleur bleue, voilà, c'est le terme, il faut pas leur, voilà, je suis fleur bleue dans un contexte qui est difficile. Alors, comment dire, Irina, un opéra russe, ne sera pas censuré cette fois-ci, donc c'est une sorte de revanche, de vengeance Ah, sur la pour le censure. moment, il ne paraît pas en Algérie. Ah, ok. Donc voilà, nous croisons les doigts et beaucoup de doigts. Ok. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris justement en écrivant ce livre? Est-ce que vous avez été surpris par ce que vous appreniez, que ce soit sur le Kazakhstan, ou au contraire sur une sorte de cycle en 40 ans, comme pour fermer une boucle, comme pour passer à autre chose? Est-ce que la Russie va devenir un véritable sujet d'expérimentation en tant qu'écrivain, ou au contraire, la boucle est bouclée et vous allez repartir peut-être ailleurs plus tard? Euh, 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 je veux dire, là, j'ai ce sentiment que les femmes qui mettent au monde un enfant ressentent, la dépression postpartum. Je veux dire, voilà, je me suis tellement donné à cet univers russe que voilà, c'est difficile de le quitter. Mais je sais pas. Je pense que je vais passer à autre chose parce que c'est trop. C'est-à-dire, c'est être toujours au niveau du sentiment du grandiose, du très beau. Ça, c'est difficile de rester. C'est l'Everest. Et vous pouvez pas rester tout le temps à l'Everest. Faut changer d'attitude de temps en temps, je veux dire. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé écrire Irina. Et là, je me sens un peu comme vidé. Euh, alors voilà, peut-être que j'écrirai un livre entre revenir à la Russie. Pour revenir à la Russie, je crois qu'il me faudrait un autre livre entre les deux qui ne parle pas de Russie. D'autant que là, en fait, quand j'ai commencé à écrire le livre, je l'ai écrit en juin 2021. Et pourquoi c'est important cette date-là? Parce que c'était avant l'invasion de l'Ukraine. Et donc, j'ai maudit Poutine d'avoir envahi l'Ukraine parce que ça me mettait dans une nouvelle situation. Que faire avec l'invasion? C'est pour ça que mon livre se termine à la veille de l'invasion, juste à la veille. Voilà, donc que va devenir la Russie ensuite? Mais de toute façon, c'est tout le 20e, 21e siècle. Le 21e siècle est un siècle qu'on imaginait comment ça se déroulait tranquillement. En fait, il est aussi annonceur de vent que le XXe siècle. Donc voilà, je ne sais pas. C'est l'ignorance là, je pense que faut être honnête et dire je ne sais pas. C'est en effet là où je voulais intervenir, notamment sur la difficulté d'écrire au moment où une guerre éclate, où une invasion éclate. Est-ce que ça a modifié aussi votre perception romanesque au cœur du récit? Euh, C'est pas Peut-être évident un d'écrire peu un roman. Oui. parce que j'ai vécu à Kiev. C'est là où j'ai passé ma thèse de maths. Et donc j'aime l'Ukraine, j'aime la Russie. Et je ne voulais pas que l'amour d'un pays soit fait au détriment de l'autre. Donc voilà, c'était donc c'est pour ça que j'ai décidé que ça se terminerait la veille de l'invasion. Pourquoi? Parce que euh, essayez toujours d'être du côté du bon côté de la barrière, alors qu'il est difficile de définir le bon côté. Mais voilà, ici, je ne voulais trahir personne en fait, de ne pas avoir honte de moi-même. Voilà, euh, mon amour pour la Russie n'est pas un amour aveugle. De même que mon amour pour l'Algérie n'est pas un amour aveugle, de même que ce que je ressens pour la France, évidemment, n'est pas aveugle. Je veux dire, si vous aimez un pays comme la France, comme l'Algérie, comme la Russie, euh, au contraire, il faut avoir les yeux grands ouverts. On va parler de Walid, ce personnage-là qui, alors je vous connais pas si bien que ça. Anouar, vous avez eu la gentillesse qu'on se voit il y a quelques mois à la soirée Evelyl de remise de prix. C'est la première fois que ça arrive dans ce sens-là. D'ailleurs, en principe, on invite les auteurs après. Là, pour le coup, c'était en amont et c'était génial. Walid apparaît un petit peu comme votre miroir, ou en tout cas, il y a quand même des éléments
qui font qu'on pense beaucoup à vous aussi dans ce personnage-là. À quel point est-il vous? À quel point n'est-il pas vous finalement? Est-ce que vous avez eu peur de vous livrer un petit peu trop aussi dans ce personnage-là? Comment vous avez agi sur lui? Euh, J'aime pas beaucoup l'autofiction parce que je ne me pense pas suffisamment important pour que l'attention des lecteurs soit focalisée sur mes grands et petits malheurs, je veux dire. Mais en même temps, je veux dire, pour des tas de détails, il était plus facile de prendre des choses que j'avais vécues. Walid est historien, moi je suis mathématicien, mais parfois Walid parle de choses que j'ai faites. Je veux dire, c'est inévitable, c'est parfois la facilité. Je veux dire, je pense me connaître mieux que d'autres, que la connaissance que j'ai d'autres personnages. Mais ce n'est pas moi, je veux dire, ce n'est pas moi. Mais il y a des, je ne le nierai pas. Je veux dire, ouais, comment dire, euh, c'est moi un peu comme, j'aurais pas honte de Walid. Voilà, c'est. Des choses que vous avez faites et des choses que vous avez subies, notamment à travers le racisme peut-être. Il y a des passages aussi qui mettent en avant cela. Je dois dire, en Russie. Euh, moi personnellement, j'ai pas subi de racisme. Là, j'ai des amis qui ont subi le racisme, en particulier, par exemple, les gens d'Afrique noire, etc., ont pu subir parfois du racisme assez, ouais, le racisme de la couleur, etc. Euh, Par exemple, je me rappelle, c'était très net. Nous, par exemple, quand je dis nous, les, comme disait mon fils quand il était tout petit, nous les marrons, nous pouvions aller au restaurant avec des copines russes, on n'avait aucun problème. Mais à l'époque, dans certaines villes, par exemple, si quelqu'un d'Afrique noire sortait avec une fille au restaurant le soir, ça risquait de mal se passer. Donc voilà, mais bon, ça c'est aussi des faits réels, hein, je veux dire, on peut pas nier. Je veux dire. Walid, Mais moi, personnellement, je ne l'ai pas vécu. Je veux dire, peut-être que c'est parce que j'étais pas suffisamment noir. Je veux dire, comme disait mon fils, je suis marron. en tout cas, ça sonne tellement juste dans le récit que on aurait pu penser que ça vous... Oui, mais je veux dire, c'est pour ça que c'est pas seulement moi. C'est aussi d'autres personnes. Je veux dire, je l'ai vu. Des gens m'ont raconté, des amis, parce on vivait dans des cités universitaires où il y avait des gens de tous les pays du monde. Donc, je le sentais. Les blagues, par exemple, des Russes vis-à-vis des Noirs, par exemple, étaient pas piquées des hannetons, comme on dit. Je veux dire, le racisme euh, lié aussi à l'ignorance. Je veux dire, voilà, donc existe et il est absolument hors de question de le nier. Je veux dire. Walid, il est une sorte de personnage avec une mémoire un peu blessée. Est-ce que, en fait, à quoi sert l'écriture de ce roman? Est-ce que ça vous permet de réparer quelque chose, en fait, à quoi ça vous sert finalement d'écrire un roman sur une Russie d'une autre époque, mais qui finalement n'est pas si différente d'aujourd'hui? Euh, qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que ça vous amène finalement comme sensation? Je vais vous avouer quelque chose. Une fois, j'étais dans le métro à Paris, puis une dame qui me demande son chemin. Mais elle me parlait je ne comprenais pas très bien ce qu'elle disait. Elle parlait en français, mais alors vraiment de manière. Et je lui dis en russe, vous êtes russe? Elle me dit oui. Et elle me le dit d'un ton, comme si elle avait trouvé un frère. Et là, j'ai su que cette Russie-là que j'avais essayé de mettre loin derrière, en fait, c'était toujours. Et je me rappelle cette rencontre-là a fait que je me suis remis au russe et que voilà, j'ai décidé que un jour ou l'autre, j'écrirai ce fameux bouquin. Et puis en même temps, je dirais, il y a eu une des raisons qui ont aussi joué, c'est la découverte de cette famille au Kazakhstan. Je veux dire, je me suis dit, c'est pas possible. Moi qui pensais être euh, pas ignorant sur l'URSS, sur la Russie, etc., comment ai-je pu découvrir seulement à mon âge ce qui s'était passé à l'époque? Ce que les Kazakhs appellent l'acharchilik.
Donc, la grande famine où des millions de personnes allaient mourir de faim. Voilà, c'est le truc le plus horrible, etc., etc. Tout ça par une décision politique. Les nomades, on les prive de leurs bêtes. Et alors, l'hiver étant terrible là-bas, les gens vont mourir voilà, littéralement de faim sur les routes, etc., etc. Et donc, quand je découvre ça, c'est un peu ce qui m'avait poussé à écrire un de mes premiers romans, L'enfant du peuple ancien. Quand je découvre tout à fait au hasard, alors que je me préparais à écrire un livre sur les communards et les Kanaks en Calédonie, bon, je prévois une évasion vers l'Australie et je tombe sur le massacre des aborigènes de l'île de Tasmanie, dont je n'avais jamais entendu parler. Alors, j'ai voulu m'en écarter et puis après, j'ai eu une espèce de honte. Comment ne pas parler de ça? C'est un peu ce qui m'est arrivé pour le Kazakhstan. En plus des raisons tout à fait personnelles, la Russie, je lis de la poésie chaque jour, de la poésie russe, enfin, pas seulement russe, russe, arabe, française, un peu d'anglaise. Mais voilà, donc ça ne m'a jamais quitté. Et il fallait, d'une manière ou d'une autre, que je m'en débarrasse parce que je voulais pas, je veux dire, euh, mourir sans avoir écrit ce bouquin, je veux dire. Vous avez vraiment réussi aussi, je trouve, à rendre justement cette famine-là pas spectaculaire, pas obscène. Vous avez choisi des mots extrêmement concis, extrêmement justes pour caractériser ce moment-là. Comment vous jouez avec la violence dans vos romans de manière littéraire? Comment vous arrivez à articuler tout cela, des choses extrêmement difficiles, sans en faire quelque chose d'extrêmement spectaculaire non plus? Je pense que c'est avec le temps. Je veux dire, j'ai appris. J'avais un défaut au départ quand commençais à écrire, l'exubérance, peut-être méditerranéenne, etc. Et j'ai appris comment dire, à corseter cette exubérance et apprendre que les mots, parfois les plus simples, euh, cache un potentiel explosif. Je veux dire, vous n'avez pas besoin de dire que la famine est douloureuse. Elle l'est, vous le savez. Vous décrivez quelques scènes très simples, mais elles sont épouvantables. Mais elles sont épouvantables sans que vous ayez besoin de forcer le trait. Donc voilà, c'est pour ça que, par exemple, un des personnages principaux, je veux dire, le grand-père, par exemple, qui va participer je veux dire, du côté des oppresseurs, qui va contribuer à la famine contre l'État, au départ, c'est pas un sale type. C'est un type comme c'est un type ordinaire, plutôt bon au départ d'ailleurs. Et puis qui petit à petit va faire les petits pas qui vont le transformer, sans qu'il y gagne grand-chose d'ailleurs, hein. C'est même pas par cupidité, c'est par une espèce d'inertie. Il est plus facile de suivre le courant d'une espèce de méchanceté que le contraire. Et donc, quelqu'un qui était bon, qui était etc., va conserver cette bonté tout en étant en même temps un tortionnaire. Voilà, ce grand-père adore sa petite fille, et pourtant, c'est quelqu'un qui va être donc se rendre coupable d'avoir poussé des gens, je veux dire, à la mort en les affamant. Le parallèle avec le nazisme est évident. Ah oui, 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 de ce point de vue, oui. Qu'est-ce qui se cache derrière? C'est facile. Vous savez, ce genre de catastrophe à grande échelle, c'est d'abord efficace parce que c'est très bureaucratique. Quelqu'un donne un ordre à quelqu'un qui donne un autre ordre, etc., etc. Et on perd le sens de la responsabilité. Moi, je n'ai fait que donner un ordre qui a été donné à un autre, qui a donné un autre, etc. Et donc, lorsqu'on arrive au bout de la chaîne, la personne qui est morte, personne ne se sent vraiment responsable. Et donc, c'est comme ça qu'ont lieu les très, très grandes catastrophes. C'est extrêmement juste. Qui est Irina pour vous finalement? Est-ce que c'est un personnage, une muse, une projection, une allégorie? Qu'est-ce qui la caractérise pour vous aujourd'hui? Pour moi, c'est une vraie femme. Je veux dire, c'est quelqu'un dessus, je mets plusieurs figures, mais elle est vraiment, elle existe.
elle est quelqu'un de chair et de sang, qui a un immense amour pour la musique, mais qui a aussi l'ambition que tous nous avons un petit peu, je veux dire, qui voudrait vivre de son art, qui n'arrive pas, etc., etc. Voilà, qui euh, est faible comme nous sommes tous, mais qui en même temps sauvé aussi par son art, mais qui au moment important n'a pas hésité. Après, je veux dire, n'a pas hésité à mettre en jeu son art, je veux dire, c'est ce qui était sa vie. Donc voilà, c'est des gens comme ça dont on ne connaît pas l'héroïsme ordinaire, il en existe beaucoup. Mais seulement, bon, voilà, on les connaît pas. Et pour moi Irina, c'est, j'allais donner des noms, je ne les donnerai pas. Ok. Oh, dommage, on a failli là, hein. On a failli avoir un scoop incroyable. Les femmes, d'ailleurs, au sens général, ont souvent une grande force lumineuse dans votre œuvre, dans vos romans. D'où vient cette énergie que vous leur prêtez? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce que vous considérez que c'est véritablement le sel de chaque roman, de chaque histoire, et que la lumière ne peut venir finalement que d'elle? Vous savez, il y a deux grands poètes français que j'aime. Aragon et Prévert. Et Aragon a dit la femme est l'avenir de l'homme. Je vous assure que quand vous êtes romancier, il est plus facile d'avoir, quand vous avez à choisir entre un personnage masculin et un personnage féminin, en général, il est plus facile d'avoir un personnage complexe quand il est féminin. C'est à la fois la force et la faiblesse, l'être qui donne la vie, l'être. Voilà, dans tous mes livres, je me rends compte, et je vous assure que c'est pas du tout par une décision, etc. Je me rends compte que le caractère masculin, le personnage masculin est souvent beaucoup plus faible, beaucoup plus moins courageux, moins etc. etc. Ce n'est pas que la femme, elle va être, parce qu'elle est femme, elle va être plus courageuse, mais voilà, les circonstances font que souvent, elle fait preuve de plus voilà, de grandeur d'âme, enfin, j'aime pas ce mot-là, mais de grandeur d'âme que nous autres euh, appartenant au sexe dit fort et qui souvent est plutôt le sexe bête, je veux dire. Très bien. Alors évidemment, le livre est parsemé d'auteurs russes, Tolstoï, Pouchkine, et même Nikolai Oleïnikov, qui est peut-être moins connu en France. J'aimerais que vous nous parliez de lui peut-être, parce que c'est peut-être aussi ce qui ressort, c'est la poésie de cet ouvrage aussi. Je l'ai découvert assez tard, cet auteur, Olenikov, et c'est un autre, imaginez Prévert, mais Prévert écrivant en sachant que n'importe lequel de ces mots pouvait lui coûter la vie. Donc il a un sens du vers qui fait parfois rire, parfois ricaner, mais vous sentez qu'à chaque fois, Staline de l'autre côté, il vous regarde. Et il a payé cher, il a été exécuté. Je veux dire, j'avais pris un bout dans les remerciements. Je le remercie en disant que le livre était aussi dédié à Nikolai Olenikov, poète tendrement sarcastique, qui était passionné de mathématiques d'ailleurs, qui a été fusillé dans les années 30 et qui faisait dire à une mouche dévorée par une araignée, et c'est là où brève, brève est la vie, mais qu'elle est douce avant la mort. Et donc cette faculté qu'ont les poètes russes d'être tout le temps en contact avec, avec la mort, je veux dire la mort infligée. Je veux dire, quel est le poète qui pourrait dire que s'il se trompe dans un alexandrin, il risque la peine de mort, je veux dire. Très peu, je veux dire. Et donc, ces grands poètes russes, tous ont une vie tragique, etc., mais souvent, ils sont la fierté de notre espèce humaine. Voilà, dans les situations les plus graves, euh, voilà, vous pouvez dire, d'accord, l'Homo sapiens, c'est une sale espèce, etc. Mais il y a quand même des gens qui sauvent cette espèce, des gens comme certains grands écrivains, d'ailleurs, français ou anglais ou arabes ou russes, etc. Mais ceux-là sont l'honneur de l'espèce humaine.
Il n'y en a plus beaucoup des poètes qui risquent leur vie aujourd'hui. Ouais, là, ça c'est- j'allais dire, heureusement et malheureusement. Dans le roman, il y a différentes époques, que ce soit en 2002, que ce soit dans les années 78 à 81, 82 même, et les années 30. Comment vous avez justement organisé tout cela en tant qu'écrivain dans votre travail de recherche? Est-ce que les parties étaient écrites de manière totalement chronologique et qu'ensuite un recoupage a été fait? Comment vous avez travaillé la matière, que ce soit avec Emmanuel Colas, votre éditrice, ou avec votre propre travail en tant qu'écrivain? D'abord, je dois rendre hommage à Emmanuel Colas et à Judith Colas parce que elles sont vraiment très, très, très douées pour le travail qu'elles font. Et en même temps, quand vous écrivez ce genre de roman, il y a une part très grande de chance et de terreur parce que je me rappelle, quand j'ai commencé à écrire le livre, j'avais pas du tout cette idée de retour dans le temps, etc., etc., etc. J'ai commencé à écrire en me disant, mon Dieu, je suis en train d'écrire et ça va pas aboutir. Et puis, je vous assure, un jour, je fais un rêve, mais tellement abominable que je me réveille et je veux plus me coucher parce que j'avais peur de refaire ce rêve-là. Et puis, je me dis, alors, il était 3 heures du matin, je commence à écrire le rêve que j'avais fait. Et c'est ce rêve-là qui m'a donné cette idée de me poser tout le temps la question, et que se passerait-il si je pouvais changer cet événement-là, si je pouvais revenir en arrière et le recommencer sous une autre forme. Et donc après, je me suis dit, mais comment tu vas tenir ce pari? Et j'ai commencé à écrire. Et voilà, vous n'êtes jamais sûr que ça marche, hein. Je veux dire, celui qui, enfin, en tout cas moi, j'en suis incapable. Je veux dire, de voir tous les livres devant moi et ensuite réécrire. Non, non, c'est pas vrai. Je veux dire, quand j'ai commencé à penser à Vladimir, mais ça a été horrible parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il vient faire dans cette histoire? Et puis, comment pourrais-je faire deux parties, l'une consacrée en gros à Vladimir et une à Irina et Walid? Et puis, peut-être qu'il y a un dieu de la littérature, je veux dire, qui de temps en temps vous souffle quelque chose, hein. Ce dieu s'appelle actuellement intelligence artificielle. Mais à l'époque, ça n'existait pas. Mais je vous assure que vous dites, voilà, comme vous êtes sur la corde raide, est-ce que je vais y arriver? Et puis en même temps, vous vous dites, bon, allez, qu'est-ce que je risque? Je l'écris. Par exemple, il m'est arrivé d'écrire une bonne centaine de pages avant de me dire, ça marche pas à la première personne. Et donc de le remettre à la troisième personne, et ça changeait le cours du récit. Il faut être très humble quand on écrit un roman. Je veux dire, les possibilités de réussite sont faibles, et puis il y a tellement de grands romans derrière vous. Et donc voilà, il faut se dire, je suis un artisan, j'essaie de faire au mieux ce que je sais faire. Comme on avait demandé à Joe Louis comment il était devenu champion du monde, il avait dit, j'ai fait du mieux que j'ai pu. Et donc là, vous devez vous dire, je fais du mieux que je peux, je respecte mes personnages, je respecte les gens qui sont dans sont issus de ces personnages, et peut-être que ça marchera. Voilà, il y a... Et puis en même temps, bon, ben, comme on dit, il faut bosser, c'est tout, hein. Je veux dire, ça paraît simple, mais cette idée d'être fidèle à la littérature, parce que j'ai lu beaucoup, beaucoup de grands livres. Je veux dire, moi, les livres qui ont eu de l'effet sur moi, c'est la moindre BD, quand j'étais gosse, à tous les polars que j'ai lus, à tous les grands livres que j'ai lus, je leur dois quelque chose. C'est-à-dire, voilà, quand vous avez lu Bulgakov ou Garcia Marquez, ou Tolstoï, etc., si vous n'avez rien appris, c'est que vous ne méritez pas d'écrire. Je veux dire, voilà, il y a tellement de géants en littérature que, voilà, c'est à leur ombre que j'écris, je veux dire, et en essayant
voilà, d'être autant que faire se peut, fidèle à une certaine idée de la littérature. Très beau message. Euh, Anouar, j'ai failli vous appeler Walid, hein. Anouar, ce que vous disiez juste au début là, sur votre intervention, en parlant des rêves, ça m'a fait penser à la fin du roman. C'est assez. Alors, je ne sais pas si vous y avez pensé consciemment ou pas, mais il y a quand même cette notion de rêve qui apparaît quelque part dans le roman. Je ne peux pas trop en dire, mais quand même, ce que vous avez dit là au début était assez impressionnant de symétrie par rapport au roman. Qu'est-ce qu'il y a derrière vos rêves? Est-ce que vous avez déjà potentiellement rêvé d'une fin pour vos personnages que vous avez potentiellement aussi retranscrit sur papier? On a l'impression que le rêve, ou les rêves en tout cas, ont une importance chez vous assez importante. Enfin, une importance assez forte, pardon. Mais parce que, en fait, je crois que c'est normal, parce que comme je pense tout le temps donc à ce que je suis en train d'écrire, par exemple sur la Russie. En même temps, c'est un film assez particulier. Je veux dire, dès que je sors d'un livre, j'essaie de m'en débarrasser parce que c'est très envahissant. Donc là, quand j'écrivais ce livre-là, je pensais russe, etc., la journée, etc., la nuit, je rêvais de la Russie, etc., etc. Et probablement que ça fait surgir d'anciennes peurs, et puis aussi, je viens d'un pays qui n'est pas n'importe lequel. Je veux dire, être algérien, c'est pas simple. Je veux dire, l'histoire entraîne aussi une histoire douloureuse, etc. Et donc voilà, tout ça, vous le malaxez et ça a évidemment un impact sur cet inconscient qui forge les rêves. En même temps, moi j'ai appris quelque chose, c'est ne jamais rien se refuser en matière de littérature. Si vous avez rêvé de ça, peut-être que vous avez intérêt à transformer ça en littérature. Mais les choses les plus incroyables finissent par être vraies si vous le voulez. Je veux dire, l'un des livres les plus réalistes que j'ai pu lire, le livre de Bulgakov, Le Maître et Marguerite, je dis réaliste, je le dis exprès, je veux dire, il est plein de diablerie, je veux dire, le diable intervient, etc., etc. Et pourtant, je l'ai lu comme un livre extrêmement réaliste. Voilà, ne jamais se refuser. Je ne sais pas, c'est Gilles qui dit d'ailleurs, je l'avais mis en exergue. euh, que serions-nous donc sans le secours de ce qui n'existe pas? C'est Valérie qui le disait. Et moi je dis, nous sommes un trésor pour nous-mêmes. Notre cerveau est plein de diablerie, je veux dire. Nous avons ce que nous disons, ce que nous osons dire ou osons penser est infiniment moins important ce que notre cerveau arrive à faire. Et donc voilà, les poètes, évidemment, sont les plus forts en ça. Je veux dire, les poètes, je veux dire, c'est celui qui va chercher dans les recoins de son cerveau, etc., etc., pour trouver des choses qu'il n'aurait pas dites naturellement, ou auxquelles il n'aurait pas pensé naturellement. Et donc voilà, c'est probablement dans ce sens-là, je veux dire. Je ne suis pas de ceux qui vont dire tel rêve a un sens, etc. Mais voilà, ouais, c'est un peu ce que disaient les surréalistes. Mais là, je veux dire, pour moi, de temps en temps, ça marche. Je me rappelle pour le livre précédent, L'amour au temps des scélérats, dont le titre est évidemment très marquésien, je veux dire. Je me rappelle, j'étais en train de rêvasser et un peu inquiet du livre que j'étais en train d'écrire parce que j'arrive pas à trouver le ressort du livre. Parce qu'à un moment, il y a une espèce de ressort dans un roman. Et puis, donc, en rêvassant, etc., etc., c'est tombé comment dire, comme un cadeau de l'inconscient. Et là, j'ai su que je tenais je veux dire, cette chose qui fait qu'un roman, peut-être, mérite de vivre. Voilà. Et le soir, c'est la nuit où j'ai rêvé donc, de cet événement-là, j'ai su que quelque chose commençait à se faire, pratiquement à mon insu. Et donc après, j'ai essayé de mettre ça en musique, d'ailleurs c'est le cas, le cas de le dire. Mais je vous assure, à aucun moment je n'étais sûr que j'étais dans mon chemin. C'est-à-dire,
Je me rappelle le jour où j'ai donné à Emmanuel Colas, bah, je remenais pas large. Je veux dire, parce que vous savez pas. En fait, je sais que j'ai du métier, mais ça suffit pas d'avoir du métier. Et il faut que votre éditeur vous dise, ah, c'est bon, il y a des défauts, etc. Bah, c'est pas là, mais c'est bon. Voilà. Une fois quand vous dites ça, vous êtes prêt prêt à faire tout ce qu'elle demande votre éditrice. Votre modestie, votre humilité vous honore, à Noir. Non, mais je veux dire, si j'ai une bibliothèque importante, quand vous voyez ces grands écrivains, etc., si vous n'êtes pas modeste, c'est que, bah, je sais pas, faut vous tromper grandement, je veux dire. Très bien. Sandra, c'est à toi. Oui, bonsoir tout le monde. Quoi? Bonsoir à Noir. Et merci pour cette rencontre et vos mots et votre passion pour les grandes références littéraires. Ça fait du bien parce que on a rarement des auteurs qui en parlent autant. Et voilà, moi, j'aime beaucoup. Et je me demandais justement, pendant que vous en parliez, toutes ces grandes références littéraires, si malgré tout, il y avait des auteurs contemporains qui trouvaient grâce à vos yeux ou est-ce que vous ne puisez finalement vos lectures que dans ces grandes références essentielles, hein, j'en suis bien d'accord. Ben, vous savez, moi, mes contemporains, comme, c'est des gens comme Garcia Marquez, c'est des gens, je veux dire, c'est d'énormes monuments, je veux dire. Euh, donc, beaucoup de livres sortent. Bon, beaucoup sont bons. Certains sont très bons. Et une petite poignée qui sont des chefs-d'œuvre. Et au fil des années, vous avez beaucoup de chefs-d'œuvre, en fait. Et il faut les lire. Donc, moi, je me rends compte que, bon, je lis beaucoup, évidemment. Je veux dire, c'est un écrivain qui ne lit pas, c'est quelqu'un qui ne fait pas son métier, je veux dire. Mais euh, je peux me promener dans ma bibliothèque, euh, mais en même temps, faut aussi, il y a les grands auteurs, et il y a des auteurs moins importants probablement, je n'aime pas tellement ce mot, mais qui m'ont beaucoup apporté de plaisir de lecture. Je veux dire, moi je suis très grand public. Je veux dire, je peux lire du Garcia Marquez, je peux lire de très grands auteurs, mais par exemple un bon polar, ah c'est un bon polar. Je veux dire, c'est et en même temps, même avec un polar, vous avez, vous pouvez apprendre des choses. C'est par exemple un bon polar, c'est un polar où il y a du rythme, etc., etc., qui vous dit faut être efficace. Bon, le polar reste un polar, mais cette leçon d'efficacité, cette leçon que vous devez quelque chose à votre lecteur, je veux dire, je suis redevable aussi à ces auteurs-là. Donc, c'est pas vrai. Vous imaginez si je ne faisais que lire que du Tolstoï, du Garcia Marquez, etc. J'étoufferais. Mais par contre, voilà. Bon, il y a le cirque médiatique, mais il y a quand même de grands auteurs. Il y a beaucoup d'auteurs d'autres pays aussi. Je veux dire, j'ai tellement de livres que je suis sûr que je ne vais pas en lire je sais pas, les trois quarts, mais les avoir avec moi, savoir que, bon, par exemple, je vous avouerai que j'ai pas encore lu Ulysse, comme ça. Je me dis, bon, il va falloir s'y mettre, etc. Mais savoir qu'il est chez moi, c'est un sentiment, voilà, d'être avec la meilleure part de l'humanité. Voilà, je deviens grandiloquent, là. Mais je vous assure, c'est très vrai. Donc voilà, alors, je suis très triste quand j'apprends que quelqu'un n'aime pas lire. Une fois, j'ai été invité dans un lycée technique et on m'avait invité pour parler d'un livre que je venais d'écrire. Puis les élèves ne suivaient pas du tout, ils s'ennuyaient, etc. Et puis, alors, j'ai arrêté de parler de mon livre, j'ai dit, dites, s'il vous plaît, lisez. Alors, j'ai commencé à leur faire la publicité de Robinson Crusoe. Je leur dis, j'aurais dit, ce livre-là, il est magnifique. Il y a tout ce qu'on veut. Et j'ai tellement parlé qu'après, quand je suis parti, on m'a téléphoné quelques jours après, on m'a dit, les trois ou quatre exemplaires de Robinson Crusoe que nous avions à la bibliothèque du lycée sont tous partis. Voilà, donc c'est merveilleux
cette invention de l'humanité. Je veux dire, en même temps, la fiction, Aragon disait le mentir vrai. C'est vrai, hein, je veux dire, on ment et c'est plus vrai que si c'était la vérité. D'ailleurs, j'ai collé sur mon bureau l'adverbe vraiment. L'adverbe vraiment, c'est deux parties vraies et puis ment. Quand je me suis aperçu de ça, je me suis dit, voilà, c'est un peu le métier que j'essaie de faire. C'est, on invente des personnages, etc. Mais en même temps, l'invention des personnages est quelque chose de tout à fait naturel parce que nous sommes tellement nombreux sur Terre que toutes les combinaisons de destin sont possibles. Et donc voilà, la fiction, on ne comprend, à mon avis, un peuple que si on a lu sa fiction. Par exemple, il y avait un pays que je ne connaissais pas du tout, l'Albanie. Et j'ai commencé à lire ce très grand auteur albanais, Ismaël Kadare. Et là, j'ai compris un peu ce qu'était l'Albanie, pays que je ne connaissais pas du tout. Et en même temps, je me rends compte qu'il y a beaucoup de pays que je ne connais pas parce que je n'ai pas lu. Par exemple, la Birmanie, bah, je connais de noms, etc. Mais comment pense un Birman ou une Birmane? Qu'est-ce qui fait que, en même temps, c'est rassurant parce qu'à chaque fois que j'ai fait l'expérience, les gens, les sentiments élémentaires sont les mêmes. Que nous soyons, j'avais écrit un livre, l'enfant du peuple ancêtre sur les aborigènes. Et quelqu'un m'a dit, eh, mais tu connais bien les aborigènes. C'était pas vrai, je connaissais pas bien les aborigènes. Je les ai traités comme nous. C'est-à-dire du point de vue de l'amour, de la haine, etc. Nous sommes particulièrement uniformes, hein, je veux dire. Et de ce point de vue, bon, il faut connaître un peu la culture, etc. Mais l'être humain, le vrai, c'est pas l'habillage qu'il a, c'est ce qu'il a dans le cœur et la tête, je veux dire. Et là, on n'est pas très différents. Bon, et je préciserai qu'il y a aussi de très mauvais romans, ça arrive, hein. Euh, Même, même les mauvais romans ont le droit d'exister. Je veux dire. oui, ça c'est sûr. Donc il ne passe pas dans mes mains, c'est bon. Euh, Anouar, on va faire une petite photo de groupe avant que vous nous lisiez un premier extrait d'Irina, un opéra russe. Voilà, préparez-vous pour la photo. Si vous avez le livre, c'est le moment. 3, 2, 1, et c'est bon, parfait. Anouar, c'est à vous pour le premier extrait. Alors, évidemment, je vais vous dire une toute petite partie, parce que j'ai compris qu'ils avaient 1 minute 30, à la rencontre à Leningrad, en fait, à l'Ermitage. Leningrad, 1978. Et d'ailleurs, comment l'a-t-il rencontré? De la date exacte, il ne se souvient plus, à part qu'on était encore à l'époque de Brejnev, le bedonnant monteur à l'accent ukrainien coupé au couteau. C'est l'hiver à Leningrad. Il porte une chapka dont le haut a été roussi la veille par une cigarette. Pourquoi se souvient-il de ce détail anodin alors que d'elle, de ce matin-là, rien ne lui reste de précis, sauf cette étrange histoire de chiot et le sourire un peu moqueur qui allait changer sa vie. Alors qu'il s'apprête à quelques mètres seulement de l'entrée de l'ermitage à quitter la file, une main lui tapote légèrement l'épaule. Galoubtchik, mon chéri, je ne t'ai pas fait trop attendre? S'enquiert à voix haute, un peu trop joyeusement, la jeune femme qui s'est rangée à ses côtés. Eh, c'est quoi ça? Un peu de respect, mademoiselle. On ne grille pas la queue, se récrie avec acrimonie quelqu'un derrière eux. Mais c'est mon mari, camarade. Il fait la corvée de queue pour nous deux. Vous ne voudriez quand même pas que je l'abandonne à la merci de la première aguicheuse qui traînerait dans le coin, lance l'inconnu, avec la même bonne humeur surjouée, en passant d'autorité son bras sous le sien. Des petits rires approbateurs accompagnent la réplique, mais une voix masculine commente: il n'y a pas assez de gaillards russes autour de toi pour que tu sois obligé d'épouser un arabe? Médusé, Walid considère à la dérobée le visage plein d'entrain de l'inconnu. Celle-ci lui décoche un clin d'œil discret, ses lèvres ébauchant en même temps un chute. Il est tellement décontenancé par l'aplomb de la nouvelle venue qu'il en oublie de se sentir mortifié par le commentaire raciste de l'homme dans la queue. Sa compagne est brune, peu maquillée, belle, probablement, mais il n'en est pas encore sûr car il n'ose pas la dévisager.
Donc ça, c'est la fameuse rencontre, etc. Et il est à peu près autobiographique. Bon, et donc, un deuxième morceau, si j'ai encore le temps. On le fera tout à l'heure à Noir pour ponctuer la rencontre. Le Ah, deuxième, d'accord, donc, le deuxième extrait, c'était le deuxième extrait ou la suite du premier? non, c'est le deuxième extrait, celui-là. Alors on le garde pour tout à l'heure. D'accord. Parfait. J'ai lu une phrase inquiétante dans le roman, c'est celle-ci. Un être humain perd la moitié de son intelligence en étant amoureux. Euh, Ça, c'est le copain de Wallis qui se moque de lui. Euh, Assez souvent, ça, cela arrive. Et, et en même temps, que c'est, il y a peut-être rien de plus agréable que de tomber amoureux. Ce moment où probablement qu'on devient plus bête, mais c'est un des rares moments où vous sentez que bah, ça vaut la peine d'être vivant. Ça vaut la peine bah, cette existence qui est tragique parce que vous naissez, vous mourrez, le temps vous avez à peine le temps de vous retourner. Et tomber amoureux, c'est probablement, comme disait quelqu'un, la manière que Dieu a trouvé de s'excuser de nous avoir créés. Et même si on est, on perd un peu de son intelligence, comme le dit le copain de Walid, en même temps, je pense qu'il y a de la jalousie quand il le dit. Parce que c'est tellement merveilleux de tomber amoureux. Donc, moi, le seul conseil que je donne, tomber amoureux. Gardez les yeux bien ouverts, mais quand même tomber amoureux. Très bien. Est-ce que finalement écrire sur la Russie, c'est aussi une manière détournée de garder le lien avec l'Algérie, d'écrire finalement sur l'Algérie et ses douleurs? Est-ce que les deux sont intrinsèquement liés finalement? Oui, parce que j'écris aussi, j'écris en français, mais j'écris aussi parce que, avec tout mon bagage d'Algérien, je veux dire, être algérien n'est pas simple. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce pays. Mais c'est pas simple d'être citoyen algérien avec un régime qui n'est pas très porté sur la liberté d'expression, etc. Donc, en écrivant sur la Russie, j'écris aussi d'une certaine manière sur l'Algérie. C'est-à-dire, le personnage est algérien, il parle aussi d'une période qu'il a connue en Algérie, des années, on va dire les années du parti unique en Algérie. Euh, je veux dire, gouvernement de l'Algérie qui s'est pas tellement amélioré, même si il y a, semble-t-il, le multipartisme. Donc, mais l'Algérie ressemble un peu à la Russie. L'Algérie n'est pas un régime démocratique. Allez, ouais, l'Algérie n'est pas un régime démocratique, mais ce n'est pas un régime cannibale. La Russie a été, et parfois un régime cannibale. Donc voilà, c'est j'essaie, euh, je voudrais je voudrais que les gens, quand ils lisent, s'ils me font l'honneur de lire ce livre, comprennent que j'aime que j'aime l'être humain, que j'aime la Russie, que j'aime l'Algérie, que j'aime la France. Quand j'écris en français, je veux dire, c'est ma langue, ma langue d'expression, etc. Que j'aime appartenir à cette terre. Voilà, c'est la planète. Voilà. Malgré tout ce que peuvent dire les racistes de tous bords, etc., la planète m'appartient. La planète qui se compose d'Algérie, du Maroc, de la Russie, de l'Ukraine, etc., etc. Tout ça. Nous avons une vie courte, trop courte, dans un univers qui est immense, qui se fiche pas mal de nous. Et si nous gâchons ça avec des histoires de nationalisme étriqué, de haine de l'autre parce qu'il vient de tel pays, etc., quel dommage. Nous ne serions pas dignes d'appartenir à l'Homo sapiens. L'Homo sapiens est venu d'Afrique. Au cours des milliers d'années, il a avancé petit à petit jusqu'à conquérir toute la planète. Parfois, il oublie qu'il est une seule espèce. Voilà,
le roman, parfois, peut rappeler cette vérité qui me semble élémentaire. Et l'autre versant qui peut paraître surprenant aussi, c'est le sujet de la thèse de Walid sur les traces de Napoléon. Clairement, pourquoi vous avez confié à cet étudiant algérien justement ce symbole napoléonien? Vous savez, j'ai à un moment hésité à écrire, j'ai même pensé à écrire un roman sur Napoléon, sur un épisode très précis, quand Napoléon conquiert une ville, un Yathab, il va massacrer enfin, c'était à l'époque, c'était assez courant, je veux dire, de massacrer toutes les civils, etc., etc., etc. Mais la garde des soldats qui donc gardaient cette ville, donc avait fini par se rendre avec la promesse faite par les officiers français que ils auraient la vie sauve. Et quand Napoléon apprend ça, il est furieux, il dit mais avec quoi je vais les nourrir? Et il donne l'ordre de les tuer. Et ils sont tous tués. Et là, je me suis dit, mais c'est- tous les dictateurs se ressemblent. Le temps les transforme en héros. Pierre le Grand, par exemple, il a pas lésiné sur le nombre d'hommes tués, etc. Leningrad, Saint-Pétersbourg est bâti littéralement sur des squelettes, parce que des milliers, des dizaines de milliers de gens travaillaient dans des conditions épouvantables. Mais parfois, le temps fait que certains dictateurs acquièrent du glamour. Voilà. Et puis ensuite viennent ceux qui vont transformer ça, je veux dire, le romantisme, etc. Et on oublie la cruauté de l'histoire. Je veux dire, donc voilà, j'ai voulu. Après, je me suis dit, j'avais lu quelque part que il y a autant de livres sur Napoléon que de jours nous séparons de la mort de Napoléon. Alors, je me suis dit, qu'apporterait mon livre de plus? Mais j'ai pas résisté au plaisir de mettre Napoléon dedans, parce qu'en plus, Napoléon a un lien très fort avec. Alors ici, c'est même ce qui va causer sa perte. Mais voilà, ce lien très fort, j'ai quand même tenu à le. Et l'un des plus grands romans russes, Guerre et paix, c'est le roman grosso modo, de la conquête, enfin, entre guillemets, de la Russie par Napoléon. Donc voilà, c'est aussi le signe d'un regret, d'un remords. Voilà. Plus on vous écoute, Anouar, et plus on a l'impression que vous vous rapprochez de la profession de Walid, d'historien. On a vraiment l'impression quand même qu'il y a un glissement entre mathématicien et historien. On a l'impression que le métier de romancier, finalement, vous a rendu historien comme Walid. L'histoire est un roman, en fait, hein. D'abord, par le nombre de faits étranges qu'elle recèle, et en fait parce que aussi l'histoire est écrite par maintenant pour parler du passé. Donc elle est toujours un roman, c'est-à-dire dans le sens où les faits sont présentés, certains faits sont présentés, d'autres sont omis, etc. Donc c'est une réécriture. L'histoire est toujours une réécriture. Le passé change continuellement avec les historiens. Et donc voilà, c'est assez troublant. Vous lisez par exemple des ouvrages d'historiens du 19e siècle, des ouvrages d'historiens sur le même sujet. C'est vraiment, vraiment, cette objectivité d'historien, c'est aussi une plaisanterie, je veux dire. Mais résister au plaisir de la vraie histoire, c'est difficile, je veux dire. Et il y a de grands, grands historiens qui ont en même temps la qualité d'écrire que vous lisez comme un roman. Je veux dire, voilà. C'est le mélange entre les deux, la grande histoire et le roman, c'est fascinant parce que l'histoire sert aussi à mentir. Elle sert aussi à faire dire aux dirigeants de maintenant comment ils voudraient que le passé soit. C'est donc l'histoire participe aussi. L'histoire n'est jamais objective. Elle est vue par nos yeux de maintenant. Quelque chose qui était admissible avant ne l'est plus maintenant. On va le réécrire d'une certaine manière, etc., etc. Je veux dire, voilà Mais voilà, le problème, c'est qu'on n'a qu'une seule vie. Je veux dire, moi, j'adore les mathématiques. J'aime les mathématiques, vraiment au sens amour. Et j'aime la littérature. Voilà.
je voudrais bien un formulaire où on pourrait écrire pour avoir une deuxième vie, mais je ne sais pas à quel bureau s'adresser, je veux dire. Ok. Euh, Quelle scène vous a demandé finalement le plus de maturation et pourquoi? Est-ce qu'il y a une scène particulière qui a nécessité plus de précision, plus de réflexion, encore plus de travail, de correction avec Emmanuel? Est-ce qu'il y a une scène en particulier qui vous a marqué? Les scènes qui sont difficiles, c'est celles où vous allez faire un choix radical pour votre personnage. Et au bout d'un certain temps, vous êtes très attaché à vos personnages, à Walid et en particulier à Irina. Et je ne voulais pas faire de mal à Irina et pourtant j'ai été amené à lui faire du mal. Donc ça, j'ai écrit une première version, et puis ensuite, j'ai une espèce de sentiment de pitié qui m'envahit, je rectifie, et puis ensuite, je sais que ça marche pas parce que l'histoire n'est jamais, l'histoire ne montre pas de compassion. L'histoire avec un grand H, la réalité ne montre pas de compassion. Et donc, j'ai essayé en même temps de ne pas désespérer totalement le lecteur et l'auteur. Parce que c'est, je suis sûr que ça semble être de la rhétorique, mais vous avez une responsabilité envers votre personnage. Donc, Irina, pour moi, qui maintenant existe réellement, je veux dire, voilà, dans ma tête, il y a eu quelqu'un qui s'appelle Irina, qui a vraiment vécu là, cette vie-là. Voilà, c'est ces moments-là charnières qui m'ont posé des problèmes. La fin de vie, par exemple, de Vladimir aussi. C'est, j'avais de, de la compassion, de l'affection et de la révulsion envers ce personnage. Et voilà, je voulais le traiter honnêtement. Et en même temps, parce qu'il aime Irina, il aime sa petite fille, voilà, voilà, je suis partagé, j'ai été partagé. Et donc voilà, c'est celle-là, je les ai réécrits plusieurs fois. Et évidemment, la fin aussi. Parce que la fin, On euh, n'en le, parle le- pas trop à Noir, hein. oui, oui, non, je ne veux pas la dire, mais en même temps, vous devez dire à votre lecteur, vous devez lui dire pourquoi vous avez écrit le livre. Il doit le sentir quelque part. Et mais en même temps, vous n'avez pas toutes les réponses. C'est, je pense qu'un roman qui vous force à réfléchir, c'est le roman où la fin n'est pas donnée comme ça, je veux dire, n'est pas, vous n'avez pas une seule fin. Donc voilà, c'est ça les passages difficiles à écrire. Il y a des passages plus faciles à écrire et d'autres ces passages-là où il y a des changements et qui ont un impact sur la vie. Ceux-là sont des passages où vous savez, votre main tremble parce que c'est là où vous jouez à Dieu. Est-ce que vous allez lui faire avoir tel destin ou pas? Et une fois que ça paraît dans un livre, vous ne pouvez plus le changer. Et donc voilà, c'est pour ça d'ailleurs que je ne relis jamais, jamais mes livres. J'aurais trop peur de m'apercevoir que j'aurais pu changer tel truc. Très bien. Euh, Comment vous avez travaillé la matière historique, notamment pour cette famine au Kazakhstan dans les années 30? Comment vous avez travaillé l'archive? Il n'y a pas de bibliographie dans le roman. Donc, sur quelle matière vous vous êtes forgé? Est-ce que vous avez creusé dans les creux, dans les non-dits de l'histoire, ou au contraire, la recherche a été extrêmement poussée de manière historique pour éviter de tromper ce qui s'est réellement passé? Sur le sujet, par exemple, de ce que les Kazakhs appellent l'achachilique, c'est-à-dire la grande famine, au départ, pour moi, je l'avais lu tout à fait dans un ouvrage, en passant, comme ça, où je découvrais ça. Et puis ensuite, j'ai commencé à chercher de la doc dans les bibliothèques, etc. Et il y a des travaux universitaires, importants d'ailleurs, hein, je veux dire, sur ce sujet-là. C'est des travaux universitaires, c'est-à-dire que
les spécialistes, le peu de spécialistes de cette question-là se connaissent, etc. Ils écrivent des livres, il y a de la doc sur ça, etc. Mais c'est vraiment des ouvrages de spécialistes. C'est-à-dire, et donc, je me suis mis à lire, par exemple, il y avait des livres comme The Hungry Steppe, la steppe affamée, qui est d'un grand historien américain, il y a une autre historienne. Et donc, il y a des travaux. C'est ça qui est assez étonnant. Je veux dire, vous finissez par trouver des- pas mal de travaux. Et avec la chute de l'URSS, évidemment, il y a eu beaucoup de travaux du Kazakhstan, avec cette difficulté que euh, le- 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 l'invasion au début du XXe siècle, au fin du XIXe, début du XXe siècle du Kazakhstan par la Russie, a fait que petit à petit, beaucoup de Russes se sont établis là-bas. Et avec donc le génocide, enfin, je ne sais plus comment on appelle, certains appellent génocide, moi je dirais la charge chilique, le pourcentage de Kazakhs, les Kazakhs sont devenus minoritaires dans leur pays. Donc maintenant, il vient juste de redevenir majoritaire, mais une partie importante des Kazakhs sont russes d'origine. Et donc, faire admettre à ces Russes que leurs ancêtres ont pu être responsables de ces massacres, enfin de cette famine épouvantable où des millions de personnes sont mortes, c'est pas évident. Donc cette question-là aussi est traitée avec beaucoup de- comment dire, de difficultés aussi au Kazakhstan. Mais la doc existe et donc, comme je suis mathématicien, en fait, voilà, un mathématicien, quand il commence à travailler sur un sujet, il fait beaucoup de doc. Il lit, en espérant que l'idée viendra, etc. J'ai des boîtes entières de notes prises, etc. Une- les trois quarts de cette doc ne me sert pas, mais elle me sert à ne pas me tromper, à ne pas dire quelque chose de... Sur ces sujets-là, on n'a pas le droit de se tromper. On n'a pas le droit de se tromper sur une catastrophe aussi épouvantable. Vous ne pouvez pas dire des choses fausses. Vous n'avez pas le droit. Donc, de ce point de vue, c'est une espèce de responsabilité morale. Comme lorsque, par exemple, j'ai écrit Fils du Sheol sur la Shoah, par exemple. J'ai lu je ne sais combien de livres, j'ai vu je ne sais combien de films, de documentaires, etc., pour ne pas faire l'erreur qui serait un outrage aux victimes de ces génocides-là, par exemple. Voilà. Donc, mais quand on cherche, la doc, on la trouve, hein, je veux dire. Et puis, béni soit Internet. Je veux dire, vous avez accès aux universités, aux bibliothèques des universités du monde entier, je veux dire. Et, et c'est ça qui est quand même remarquable. Il y a des gens qui passent leur vie à faire des travaux que liront très peu de personnes, mais qui sont essentiels. Ça, ces gens-là, ces historiens, etc. Quelqu'un qui travaille sur la grande famine au Kazakhstan, son travail n'a pas de retentissement. Et pourtant, il est extrêmement important. Voilà, ces gens-là, si j'avais dû les remercier, il y aurait eu des pages, je veux dire. Et puis en même temps, je ne voulais pas que mon livre ressemble à une espèce de monographie. Mais il est vrai que j'ai été tenté par l'idée de mettre parce que cette histoire, cette partie-là n'est pas du domaine de la fiction. Très bien. Est-ce que d'ailleurs, lors de votre passage en URSS, vous avez peut-être pris ça comme une sanction au départ, peut-être aussi Ah oui, oui, ah oui, j'étais à l'Institut de mathématiques de Constantine. Et bon, j'étais major de promo, etc. Et donc, à un moment, l'Algérie avait de l'argent, elle envoyait des gens partout, etc., etc. Donc, on était une vingtaine dans la promo. 18 sont envoyés dans tous les pays qu'à l'époque nous considérions comme extraordinaires, les États-Unis, la France, l'Italie, enfin bref, partout. Et nous avons été deux à être envoyés en Union soviétique. Et je me rappelle, nous avions vécu ça comme une catastrophe. Euh, Qu'est-ce qu'on a fait, nous, pour être envoyés chez les soviets? Et donc, moi, j'y vais. Mon collègue, l'autre, refuse d'y aller. Il dit, moi, je ne vais pas, j'y vais pas. Et alors, je tombe au pire moment, là, le froid, etc. Enfin bref,
je parlais absolument pas de mots de russe. Le premier mot que je vois, c'est pektopa, et j'apprends après que ça veut dire restaurant. Je veux dire, voilà. Donc, absolument aucune connaissance du russe, et c'est la meilleure des choses qui me sont arrivées. Euh, une fois que vous comprenez comment l'Union soviétique fonctionnait, vous savez, les Russes disaient à l'époque, on fait semblant d'obéir et ils font semblant de nous commander. L'essentiel, c'est que on sort pas du rang. Mais c'est un pays où j'ai appris énormément de choses, où cette rencontre avec l'art, je veux dire, l'art, c'est, voilà, surtout quand vous, d'emblée, j'étais en contact avec les plus grandes réalisations de l'humanité, je veux dire, que ce soit alors, en peinture, par exemple, quand je parlais de l'Ermitage, vous aviez des Picasso, vous aviez des Caravage, vous aviez des Michel-Ange, vraiment, et la musique aussi, etc. Donc, d'emblée. Et à l'époque, bon, on avait une bourse soviétique, et puis une bourse algérienne. Et je l'avoue maintenant parce qu'il y a prescription, l'argent qu'on recevait de l'Algérie, il était en dollars, on le changeait et on vivait comme des rois, nous, étudiants, qui venions voilà, d'une petite ville, enfin moi étudiant en particulier, qui venait d'une ville tout à fait provinciale, etc., qui n'avait jamais bu de champagne, et c'est la première fois que je bois du champagne, enfin, du champagne russe. Donc voilà, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Euh, D'apprendre le russe, de découvrir. Et en même temps, c'était un milieu où il y avait des gens de tous les pays du monde. Et vous découvrez quelque chose que nous sommes ridiculement les mêmes et magnifiquement les mêmes. Je me rappelle une fois, j'ai assisté à une bagarre entre un Allemand de l'Est et un Kirghiz. Et le Kirghiz disait à l'Allemand de l'Est, je vais te montrer ce que c'est qu'un Kirghiz. Et moi, je me rappelle, j'avais éclaté de rire. Parce que chacun se pensait unique. Et on était tous vraiment, c'est tout à fait bêtement les mêmes et magnifiquement aussi, je veux dire, parce que voilà, tout était, voilà, c'est vraiment la meilleure chose. Il m'a fallu à peu près 3 mois pour l'admettre, hein, je veux dire, 3 mois après, je voulais plus revenir. Voilà. Mais les 3 premiers mois, je veux dire, en même temps, nous colonisés par la France, le matin, au lieu du café au lait, on avait de la soupe. C'est-à-dire, j'assure que le, le, le- la différence, je veux dire, de tout, dans la nourriture, etc. Et puis après 3 mois, vous commencez à dire, ah, peut-être que je vais rester. Et après j'aurais demandé volontiers une année de plus, parce que vous commencez à comprendre la Russie. Et là, il y a un moment où, à condition de respecter certaines règles, le gouvernement n'a plus d'importance pour vous. Vous savez que si, voilà, moi j'étais mathématicien, donc je veux dire, j'avais affaire à des choses objectives. Les Russes sont de grands mathématiciens, etc. Je n'étais pas historien. Être historien à ce moment-là en Russie, c'est peut-être pas le pays le plus objectif en ce qui concerne l'histoire. Donc voilà, ce pays, j'en garde une image. Voilà, tout pouvait arriver. Le personnage, Sacha par exemple, il vient d'un vrai personnage. Je m'appelle, il s'appelle d'ailleurs Sacha. Et il étudiait à l'Institut des relations internationales. Très sujet entre tout. Pourquoi? Parce qu'il permettait de sortir du RSS, faire partie des ambassades, etc. Il y avait 5 ans d'études. Il arrive en 5e année et il dit, j'arrête. Comment tu arrêtes? Et il est arrêté, au vrai sens du terme, et donc on le place dans un institut psychiatrique. Et on lui dit, si tu reviens pas sur ta décision, ça veut dire que tu es un fou si tu ne veux pas aller à l'Institut des relations internationales. Il n'y a que les fous qui peuvent refuser ça. Il a fini par dire, d'accord, 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 je reviens à l'Institut. Et ils l'ont rendu à l'Institut. Donc voilà, c'est un pays comme celui-là, je veux dire. Et donc, c'était à la fois le pays de la poésie extraordinaire, suprême, etc., le pays du cynisme, le pays qui peut être le pays de la cruauté, voilà, tout ce qu'on disait à l'époque sur l'Union soviétique était vrai, mais il n'y avait pas que ça. Voilà, Donc voilà, je voulais montrer les deux. Et je crois que je suis pas le seul à avoir
cette passion non aveugle pour la Russie. Parce Est-ce que que d'ailleurs vous aviez conservé des écrits, des sons, des images, des odeurs de l'URSS? Est-ce que ça vous a permis aussi, si vous aviez écrit bien entendu, est-ce que ça vous a permis aussi d'écrire Irina, un opéra russe? oui, je vais dire en particulier mon premier roman que j'ai relu, qui est Qu'est-ce que vous en avez pensé d'ailleurs, 40 ans après? j'avais de la tendresse pour ce livre, plein de défauts. Il est plein de défauts. C'est le roman d'un débutant. Mais plein de tendresse, évidemment, je veux dire, parce que c'est le tout premier, etc., etc. Donc, je le relisais et je me revoyais étudiant un peu naïf, etc., etc., qui se permettait de mauvais jeux de mots. Par exemple, les initiales de Lénine, c'est quoi? C'est Vladimir Ilitch Ulyanov, dit Lénine. Et ça donne viol. Ce que l'ambassade d'Union soviétique, quand le livre paraît à Alger, n'a pas du tout apprécié. C'est pour ça qu'elle est intervenue pour le faire interdire le livre. Je veux dire, mais voilà, c'était parfois pas très subtil. Donc, mais voilà, j'en garde. En même temps, c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier, je dirais. Après, je le publierai pas maintenant, voilà, parce qu'il faudrait trop reprendre, etc. Enfin bref, donc voilà. Mais voilà, disons, c'est le petit premier, voilà. Très bien, très bien. Je demande à chaque auteur qui passe ici de choisir un livre méconnu ou un auteur méconnu que vous aimeriez remettre au goût du jour. Qui avez-vous choisi à Noir? Alors, pour rester dans l'espace soviétique, j'ai choisi un auteur qui s'appelle Chingiz Aitmatov, qui est kirghize. Alors, Chingiz Aitmatov a été un temps très célèbre en France. Pourquoi? Et il le doit à Aragon. Chingiz Aitmatov avait écrit un petit roman qui s'appelle Jamilia, dont Aragon avait dit que cette histoire était la plus belle histoire d'amour du monde. Aragon exagérait un peu, mais Chingiz Aitmatov a écrit un autre livre qui s'appelle Une journée plus longue qu'un siècle. Magnifique. C'est magnifique. L'histoire se passe au Kazakhstan, justement, dans un endroit perdu de la steppe, dans une petite gare, une gare dite d'évitement parce il n'y a qu'une seule ligne et quand les trains vont dans des sens différents, ils doivent se ranger dans cette gare-là pour que l'autre train poursuive son chemin. Et le roman commence avec le personnage principal qui va donc assister aux funérailles de son ami, etc. Et au cours de ce voyage, il va se rappeler sa vie. Ce livre est extraordinaire. Il est écrit juste après. Ah, ah, alors là, c'est ce que j'appelle une réaction extrêmement rapide. On voit le charme des anciennes couvertures, hein. Oui, oui, oui. Et dans ce livre-là, il y a toute l'histoire de l'espace soviétique, de l'Union soviétique. Et il ne cache rien, ce livre-là. Il est très subtil, etc. Le père de Chingiz Aitmatov avait été exécuté par Staline. Et le livre est une merveille. Et dans ce livre-là, il y a un animal qui va avoir un grand rôle, le chameau. Karanar. C'est à la fois les mythes de cette région du monde, c'est la cruauté de cette époque soviétique. Il y a aussi une partie de science-fiction où les Russes et les Soviétiques se voient donc contactés par une intelligence extraterrestre. Voilà, donc tout ça, c'est un livre que j'ai fait lire à je ne sais combien de personnes. Ma sœur et moi, ma sœur qui est également écrivaine, on l'a fait lire à des tas et vraiment, vraiment, c'est un très grand livre. Je l'ai plus vu j'espère enfin, il existe en numérique, c'est la couverture que vous avez montrée, donc on peut l'acheter sur des tas de sites, etc.
C'est vraiment un excellent livre. Voilà, c'est quand on parlait de grands livres, c'est un grand livre méconnu maintenant, mais qui gagne à être lu. Très bien, très belle référence. Peut-être qu'il sera réédité dans les années futures, nous verrons. L'autre question que je pose régulièrement aux auteurs, c'est celle de changer, d'échanger sa place avec un personnage de fiction pendant une journée ou plus. Qui avez-vous choisi à Noir et est-ce que vous changeriez sa destinée? Regardez, là, cette question-là, j'y ai réfléchi. Et à chaque fois que je pensais à un personnage, je voulais prendre sa place. Et alors, en fait, après, je me suis dit, mais quel est l'un des tout premiers romans où où je vivais avec le personnage? Ben, mon père euh, n'était pas un lecteur de romans. Il lisait beaucoup d'essais politiques, etc. Ma mère était une très grande lectrice de fiction, etc. Mais mon père, lui, il avait par contre un roman qu'il mettait au-dessus de tout, Les Misérables de Victor Hugo. Et donc, à la maison, voilà, donc on l'a lu, relu, etc. Et moi, c'est Jean Valjean. Ce personnage extraordinaire, je dirais. Et j'aurais voulu, il y a quelques moments que j'aurais voulu lui faire changer donc, la bascule du destin. Le moment où il va le morceau de pain. Ah, Jean, si tu avais pas volé ce morceau de pain, tu n'aurais pas fait 19 ans de prison. Et puis ensuite se dire, mais comment faire pour que quelqu'un qui veut nourrir ses neveux et nièces, qui meurt de faim, comment l'empêcher de voler? Et puis à un moment du roman, lorsque devenu un notable, etc., il y a un véhicule qui s'embourbe, et puis lui, n'écoutant que son idée de la fraternité humaine, va aider à sortir donc ce véhicule de là où il s'est embourbé, et l'inspecteur Javert, qui le poursuit depuis des années, comprend que c'est lui. Donc je lui ai dit, et Jean, pourquoi? Tu aurais pu ne pas. Enfin bref, voilà, c'est. Et en même temps, c'est parce que c'est Victor Hugo. Sans ça, les Misérables n'auraient pas été les Misérables. Donc voilà, c'est Victor Hugo, le grand Victor Hugo, a décidé que, voilà, et voilà, on n'a qu'à s'incliner. Donc voilà, je sais pas si Victor Hugo nous entend, je veux dire, je sais pas, de lui dire, voilà, de nous faire revivre dans une réalité euh, autre et réécrire Les Misérables. Mais bon, il est capable de lui trouver d'autres passages aussi terribles. Voilà, c'est l'un des plus grands. Alors, mon père l'admirait pour des tas de détails. Par exemple, il y a un moment où Victor Hugo décrit les égouts de Paris. Et je vous assure, c'est extrêmement passionnant, cette écriture-là. C'est plusieurs pages, et on se dit, mais ce gars-là savait tout faire. Et il n'hésitait pas à faire les coïncidences les plus étranges qu'un éditeur contemporain lui aurait dit, ben, oh, Victor, tu n'arrêtes pas, non? Mais c'est du Victor Hugo. C'est-à-dire que on le croit. On le croit même lorsqu'il fait, en même temps, il va faire la bataille de Waterloo. Je dis, quel lien ça? Et pourtant, la Commune de Paris, enfin bref, il est partout. Et voilà, c'est un des plus grands livres de la littérature française. Très bien. Eh bien, on va terminer cette rencontre, Walid, à Noir, décidément. C'est Mais terrible. Je non, ne mais fais je pas vous en exprès, c'est remercie. Parce terrible. que... C'est terrible. À Noir, avec un dernier extrait, donc le deuxième extrait que vous avez choisi. Alors, le deuxième extrait, c'est alors la page 359. Donc, à chaque hoquet du temps, les retrouvailles à la fin du spectacle d'Almata se résument peu ou prou à une passe d'armes pleine de souffrance et de fureur. Même si, à son corps défendant, Irina se surprend à éprouver de l'admiration, voire de l'affection, envers la femme inconsolable, ce qui la laisse toute désemparée. Oui, mon grand-père a participé à la mise à mort en masse des nomades, mais je n'y suis pour rien, Bibigoul. Je n'étais pas né. Je ne suis qu'une chanteuse. Je n'ai jamais causé de mal à personne. Je vous en supplie.
Renoncez à ce que vous avez décidé de faire. Votre geste vous coûtera cher. Je le sais pour des raisons que j'ignore moi-même. Personne ne comprendra votre sacrifice. Cela s'est passé il y a tellement longtemps et vous vous retrouverez en prison pour rien. Pour rien, s'écrie invariablement Bibigoul. Un bel orchestre, des arias bien menés, et on efface tout. Ma mère désespérée d'avoir été utilisée contre son propre peuple, mon arrière-grand-père assassiné dans sa prison, sa femme qui chantait peut-être mieux que vous, des millions de cadavres d'hommes et de femmes affamés volontairement. Vous voudriez que nous oublions tout pour éviter de froisser nos anciens tueurs devenus nos amis? Après tout, nous n'étions que des nomades arriérés, avec moins de mémoire que le vent de la steppe. Nous ne méritons pas d'encombrer vos consciences et vos livres d'histoire avec l'évocation de crimes commis dans un endroit aussi dérisoire que le Kazakhstan. Merci, Anouar. Il est temps Merci, voilà. de... Merci pour ce moment, Anouar. Je le remontre, il est ici. Irina, un opéra russe d'Anouar Ben Malek. On vous souhaite le meilleur pour cette rentrée littéraire. Merci beaucoup, vraiment merci beaucoup. Merci, Anouar. Et merci de m'avoir appelé à Walid. Désolé. Non, non, au contraire, je vous assure, l'effet de réalité est atteint, en fait. Voilà. C'est ça, c'est ça. Et pour répondre à Radia, le replay sera sur YouTube. Vous tapez Vlil et vous l'aurez d'ici quelques jours. Voilà. Puisque c'est un média pour la promotion des Algériens à travers le monde. Alors, autant choisir Anouar Ben Malek. Merci infiniment. Merci à tous. Merci, je vous remercie Ouais. vraiment, vraiment du fond du cœur. Merci Anouar. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous.